kale a iso wa banyo na ide ikonda mazikiro one way Amairu chokale Maziru chokale no kale Lewazu nana Eleni Lewo nana Eleni Mami walana Eleni Lewazu nana Bilena yele megeni anduri nya chokozo ya irata bi Bilena de debi yawa anduri nya chodona itili dadu itili matre itili le nazuna itili le ngombonana itili wempidalana Irugunada, Irugunada, Masi Irugunada, Ajana Irugunada, Moga Irugunada, Masaman Irugunada, Ja Irugunada, Asim Irugunada, Ulibu Irugunada, Irugunada. Jaja Rastafari, believe in men. Ever fearful, ever clear. All the freedom fighters, in the name of our movement, we know that we shall win them. Rastafari now. Dedeza manikina, iyele de la loni. Dedeza manikina. Ase di la suru Kiro wanyo ziku Inabile forosidu Kiro tanja Kiro de kozoyo Kiro de kozona Kiro de kozoyo Defe na Ile wangunya Defe na Irugunada, Irugunada, Mazi Irugunada, Ajana Irugunada, Mogo Irugunada, Masama Irugunada, Ja Irugunada, Asim Irugunada, Ulibu Irugunada. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? L'image aussi? Tout est correct chez vous? Comme j'ai un problème, mon compte a été signalé à plusieurs reprises ces derniers temps. Du coup, mon compte ne fait plus de vues. Donc, le compte, il est souvent bloqué. Quand je fais une publication, quand je fais des partages vidéo, le compte, il est bloqué. Donc, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont signalé mon compte ces derniers jours. Du coup, j'ai de gros problèmes actuellement avec le compte. Donc, merci, chers amis, de partager la vidéo et d'inviter vos amis sur ce direct. Aujourd'hui, je voudrais regarder un peu la situation de nos frères et sœurs qui sont emprisonnés. Vous rappelez que nous avons plusieurs personnes, des centaines de personnes au Togo qui sont emprisonnés, les jeunes là qui sont toujours emprisonnés pour rien du tout, la plupart ne sont pas jugés. Il n'y a même pas de faits incriminés en tant que tels, de faits criminels ou bien de faits délictuels que ces
compatriotes ont commis qui les aurait conduits en prison. En fait, il s'agit de fait de prince qui a conduit ses compatriotes jeunes en prison. Donc ces gens-là, ils sont emprisonnés sans jugement. On leur a signifié des charges qui en réalité sont sans fondement. La plupart du temps, on leur a signifié que ils complotaient contre l'autorité soi-disant de l'État et que ils faisaient partie parfois des groupes de malfaiteurs ou qu'ils étaient partie des tentatives de renversement des institutions de l'État et puis qu'ils voulaient appeler à la rébellion contre les autorités togolaises. Donc voilà à peu près les charges qui leur sont signifiées d'une manière générale. Ces compatriotes, ils sont toujours en prison et ils souffrent énormément dans cette prison parce que la prison civile de Lomé est extrêmement pleine. C'est une prison qui est pleine à craquer. Depuis des années, cette prison normalement devrait être fermée parce que l'ONU a recommandé depuis 2019 aux autorités de fait du Togo la fermeture de cette prison parce que cette prison ne répond à aucune des normes internationalement reconnues pour pouvoir abriter des prisonniers. Malgré tout ça, le régime togolais persiste et maintient ces Togolais en détention, continue d'arrêter des gens. Et Jean-Paul Omoulou, qui est l'un des plus anciens détenus après nos compatriotes dits révolutionnaires Taïga et les gens qui ont été arrêtés dans le cadre de la soi-disant tentative de coup d'État pilotée par Bacha Nyasingbe et ses amis, eh bien, les compatriotes croupissent en prison depuis plusieurs mois. Donc aujourd'hui, Jean-Paul Omoulou, qui est l'un des activistes togolais les plus connus en détention depuis 4 ans maintenant, subit aussi une situation extrêmement compliquée. Jean-Paul Omoulou a été accusé d'avoir comploté contre les autorités togolaises, d'avoir voulu appeler à un soulèvement armé contre les autorités togolaises. Ensuite, Jean-Paul est accusé d'avoir outragé les autorités togolaises et d'avoir diffusé de fausses nouvelles. Donc, 4 charges qui pèsent contre Jean-Paul Omoulou, ce qui fait que Jean-Paul Omoulou risque une 20aine d'années d'emprisonnement. Et depuis 4 ans, Jean-Paul est en prison sans jugement. Les avocats de Jean-Paul Omoulou ont porté la question de sa détention devant les tribunaux internationaux, notamment le tribunal de la CEDEAO, qui a condamné les autorités togolaises pour détention arbitraire sans avoir jugé le fond de l'affaire. Et l'État togolais, soi-disant, a été condamné à payer 12 millions de francs CFA à Jean-Paul Omoulou. Depuis que ce jugement a été prononcé, c'était en 2023, le Togo n'a jamais exécuté la décision. Donc, le Togo s'est assis sur la décision prise par le tribunal de la CEDEAO en ce qui concerne Jean-Paul Omoulou, qui croupit en prison, qui est méconnaissable aujourd'hui, qui souffre énormément, qui présente des situations de maladie, de souffrance terrible. Depuis que Jean-Paul est emprisonné, on ne lui a pas permis de se raser ni de se coiffer. Donc aujourd'hui, si vous voyez Jean-Paul Omoulou, il est méconnaissable totalement. Et en plus de ça, son état de santé s'est beaucoup dégradé. Donc, je pense que quand les situations se présentent de cette façon-là, il va falloir que nous, Togolais, nous puissions continuer à sonner le tocsin pour que le régime togolais puisse continuer à entendre notre voix. C'est-à-dire que nous ne devons pas oublier Jean-Paul Omoulou dans nos différents appels, dans nos messages. Chaque fois, nous devons parler de lui pour que Jean-Paul Omoulou ne tombe pas dans l'oubli, comme cela risque d'être le cas depuis un certain moment. Donc, aujourd'hui, Jean-Paul vit une situation extrêmement compliquée en détention. Et donc, nous devons absolument parler du cas de Jean-Paul Omoulou, sans oublier les autres prisonniers politiques qui étaient là avant lui et qui sont venus après lui. Donc, je voudrais vraiment nous interpeller ce soir. Donc, la situation de Jean-Paul Omoulou est catastrophique. Ça fait 4 ans que Jean-Paul est là-bas.
toujours au SCRIC, même pas à la prison civile de Lomé, il est toujours enfermé au SCRIC, dans une cellule de 1,5 mètre sur 3, où il n'y a pas de fenêtre, il est enfermé 24 heures sur 24, à part quand sa famille lui apporte à manger. C'est le seul moment où Jean-Paul est ouvert, où on lui permet de sortir de sa cellule. Mis à part ça, Jean-Paul est enfermé 24 heures sur 24. Et dans ces situations, vous imaginez bien que Jean-Paul étant immobile 24 heures sur 24 sur 4 ans, eh bien, vous imaginez bien son état de santé aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est humainement inacceptable. C'est quelque chose qui ne doit pas exister dans notre pays. C'est quelque chose qui est totalement inacceptable. Donc, nous devons dénoncer les conditions de détention de Jean-Paul Omoulou. Ceci dans la mesure où le SCRIC, qui n'est pas une prison, je rappelle encore une fois que le SCRIC n'est pas une prison, donc ce n'est pas un lieu de détention ordinaire. Normalement, Jean-Paul ne devait pas être détenu là-bas. À la limite, si on veut, disons, enfermer Jean-Paul Omoulou, on doit l'enfermer dans une prison ordinaire, ce qui n'est pas le cas. Et puis, il n'y a pas de prison ordinaire au Togo parce que les Nations Unies ont fait une étude sur l'ensemble des prisons du Togo et ont constaté que le Togo n'a pas de prison. La prison civile de Lomé qui est construite au temps de la colonisation, aujourd'hui ne remplit aucune des conditions pour pouvoir accueillir des détenus normalement. Donc ça, c'est quelque chose qui est humainement insoutenable et ce régime n'en a que faire des recommandations des Nations Unies, ce qui fait que ce régime continue d'emprisonner les Togolais à la prison civile de Lomé qui est extrêmement pleine aujourd'hui, qui est pleine à craquer. Donc nous devons dénoncer la misère qui est faite à Jean-Paul Omoulou, ceci dans la mesure où ce qui lui est reproché, c'est d'avoir voulu un Togo nouveau dirigé autrement. Voilà, c'est ça le tort de Jean-Paul Omoulou. Pendant ce temps, les vrais criminels, les voyous de grand chemin, les bandits de grand chemin, eux, ils pavanent dans le pays, ils ont tout ce qu'il faut, tout ce qu'ils veulent, et ils détruisent le pays. Ceux qui détruisent le pays sont en liberté. Pendant ce temps, les pauvres citoyens, les citoyens honnêtes, de véritables patriotes, sont emprisonnés. Et ça, c'est tout à fait normal, c'est une des lois de l'histoire, qui est que lorsque les bandits et les criminels de grand chemin dirigent un pays, eh bien, les honnêtes citoyens se retrouvent emprisonnés ou chassés du pays. Donc, il y a nécessité pour nous, Togolais, de nous mobiliser contre ces autorités criminelles, non mandatées par les Togolais, non élus, des gens qui ont pris notre pays en otage. Eh bien, nous devons les dénoncer et nous mobiliser contre ces autorités pour pouvoir les renverser et commencer la reconstruction du Togo en réintégrant les compatriotes qui sont emprisonnés aujourd'hui injustement. Donc, voilà un peu la situation de Jean-Paul Omoulou. Donc, conditions de détention extrêmement dures au SCRIC. Donc, Jean-Paul n'est pas enfermé dans une prison ordinaire. Ensuite, il est enfermé 24 heures sur 24. Les seuls moments où Jean-Paul est ouvert, ce sont des moments où on lui apporte à manger. C'est 2 fois par jour où sa famille lui apporte à manger. Et c'est 5 minutes. Ça dure 5 minutes. 5 minutes. 5 minutes fois 2, ce qui fait sur 24 heures, 10 minutes qui sont accordées à Jean-Paul Omoulou pour pouvoir, disons, s'aérer et sortir de son lieu de détention. Ensuite, c'est un local qui est exigu où il n'y a pas de lit, donc on est obligé de poser une natte sur le sol, à même le sol, pour que Jean-Paul puisse dormir. Donc vous imaginez, sur une période de 4 années, Jean-Paul vit une galère, il présente des maux de dos, d'articulation, de tête, sa vision est complètement altérée. On ne lui a pas permis de se couper les cheveux ni la barbe durant 4 ans. Donc vous imaginez dans quel état se trouve notre compatriote, tout simplement pour avoir voulu un Togo nouveau. Ensuite, on ne lui permet pas de recevoir des visites. Donc ça fait 4 ans que personne ne peut aller voir Jean-Paul Omoulou, sauf sa famille qui lui apporte à manger, comme je viens de le dire. Sur le plan des soins, Jean-Paul n'a pas le droit de bénéficier des soins d'un médecin de son choix. On lui refuse complètement de se faire soigner par un médecin de son choix.
Ce qui fait que à chaque fois que Jean-Paul présente des situations de maladie, eh bien, on l'oblige à se faire soigner par un infirmier qui est désigné par les autorités pénitentiaires, en qui Jean-Paul n'a pas du tout confiance. Et dans ce cas, on lui fait signer un document disant que c'est lui qui a refusé de se faire examiner. Donc, on lui fait signer un document disant que Jean-Paul lui-même renonce aux soins, ce qui fait que les autorités togolaises se couvriraient au cas où il arriverait un malheur à Jean-Paul Oumoulou. Pour dire, nous, on a proposé des soins aux détenus, c'est lui qui les a refusés. Donc, ce n'est pas de notre fait si quelque chose arrivait à Jean-Paul Oumoulou. Donc, voilà la situation réelle de Jean-Paul Oumoulou, la condamnation qui a été faite contre le Togo, à savoir que il y a une détention illégale d'un citoyen togolais en la personne de Jean-Paul Oumoulou, laquelle condamnation a été prononcée par le tribunal de la CEDEAO en 2023, le Togo ne l'a jamais appliqué. Voilà, le Togo s'en fout totalement et Jean-Paul n'est pas jugé et il continue d'être torturé ainsi physiquement et psychologiquement dans sa cellule au SCRIC. Avant Jean-Paul Oumoulou, il y avait les révolutionnaires Taïga, soi-disant, vous vous rappelez de cet épisode rocambolesque inventé par les autorités togolaises, ce qui leur a permis d'arrêter des centaines de jeunes à l'époque, entre 2018 et 2019, donc au lendemain des manifestations, des grandes manifestations organisées par le PNP, eh bien, 106 jeunes avaient été arrêtés dans ce que les autorités togolaises ont appelé la révolution des tigres. Ce sont des Togolais de divers horizons, des jeunes de divers horizons qui ont été arrêtés. Ils étaient au nombre de 106 et ils ont été emprisonnés sans jugement. Ils ont été torturés et sur les 106, il y avait 9 personnes qui ont été tuées en détention. Donc 9 personnes qui sont mortes en détention. Et sur les 9 personnes qui sont décédées, il n'y a que 2 corps qui ont été rendus aux familles. Donc les 7 corps des autres détenus sont gardés par les autorités togolaises, les autorités de fait du Togo jusqu'à présent. Donc il reste 97 qui croupissent toujours en prison, à part, il me semble, 3 ou 4 qui ont été libérés. Et donc ces gens-là sont en prison aujourd'hui et parmi eux, il y a des gens qui sont extrêmement malades, qui souffrent énormément. Ces gens sont dans un besoin extraordinaire, donc pour manger, c'est des problèmes, pour pouvoir se soigner, c'est des problèmes, parce que beaucoup de gens ont oublié ces compatriotes appelés les révolutionnaires Taïga, qui sont aujourd'hui en prison. Et ces gens sont malades. Il y a parmi eux l'artiste qui s'appelle Fadel, qui est même paralysé. Donc Fadel, on doit le porter maintenant au dos pour pouvoir circuler avec lui. Sinon, il est paralysé actuellement. Et parmi eux, il y a Aziz Goma aussi qui fait la grève de la faim, qui a fait la grève de la faim jusqu'à très récemment et puis qui continue de faire sa grève de la faim. Et actuellement, voilà, il y a une petite mobilisation autour de ça pour essayer de porter la cause de l'ensemble des prisonniers politiques à travers le cas emblématique d'Aziz Goma qui s'est mis à plusieurs reprises en grève de la faim. Ce qui fait que l'Union européenne, plus ou moins récemment, avait pris une résolution sur son cas pour demander aux autorités togolaises de fait de libérer Aziz Goma, puisque Aziz Goma est aussi un citoyen irlandais. Donc, là aussi, cette affaire qui a été inventée de toutes pièces, où on avait soi-disant arrêté des révolutionnaires qui voulaient détruire le régime togolais, vous vous rappelez, on avait montré ces gens-là à la télévision, où on avait disposé devant eux une table avec quelques gourdins, quelques vieux coupe-coupe, quelques outils qu'on a exposés devant eux, et on disait que voilà, c'est avec ces armes-là, ces armes blanches, que ces Togolaises, que ces jeunes voulaient renverser le régime extrêmement militarisé de Faure Gnassingbé. Cette affaire était tellement ridicule, était grotesque, le scénario était tellement grotesque que personne ne croyait véritablement en l'existence d'une révolution contre le régime togolais par ces jeunes. Malgré ça, eh bien,
le régime togolais a enfermé ces jeunes-là et avait assassiné 9 personnes sur les 106, ce qui fait que les autres sont restés en prison. Depuis leur arrestation, il y a 7 et 8 ans que ces gens-là sont en prison aujourd'hui. Ils n'ont pas été jugés. Et ils passent le temps seulement en prison de cette façon-là. Et les Togolais ont quasiment oublié cette affaire et ont abandonné ces jeunes aussi en prison. Ce qui fait que ces jeunes souffrent énormément. Ils sont abandonnés. Chaque fois, ils interpellent notre conscience et ils demandent qu'on leur vienne en aide. Mais vous imaginez très bien que nous n'avons pas les moyens pour pouvoir prendre en charge tous les prisonniers politiques. Mais régulièrement, tous les jours, les révolutionnaires Taïga nous appellent et demandent qu'on puisse leur venir en aide. D'autant que beaucoup, disons 95% parmi eux, avaient des familles, avaient des enfants, des bébés et parfois des enfants plus ou moins âgés qui sont scolarisés et qui ont besoin d'être accompagnés. Et heureusement, la rentrée passée, pour la première fois, il y a eu une mobilisation en faveur de ces prisonniers, ce qui a fait que une cagnotte avait été lancée et cette cagnotte avait recueilli environ 5 millions, ce qui a permis de pouvoir payer des fournitures à un certain nombre d'enfants de ces détenus qui sont aujourd'hui toujours emprisonnés dans l'attente d'une libération. Évidemment que comme on les a abandonnés, eh bien, leur sort dépend exclusivement du bon vouloir du roi du Togo à la personne de Gnassingbé II qui décide qui a le droit de vie et de mort sur l'ensemble des Togolais. Et Gnassingbé II, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui ne badine pas et qui, lorsqu'il sent que son trône est menacé, est capable de fabriquer tout et n'importe quoi pour pouvoir arrêter des gens, pour semer la peur, la panique au sein de la population, pour pouvoir maintenir la population à sa place, de sorte qu'on puisse, par la peur, lui laisser le boulevard pour qu'il puisse continuer à régir et à régenter le Togo. Voilà le cas aussi des révolutionnaires Taïga. Donc eux aussi, nous ne les oublions pas, nous ne devons pas les oublier. Nous devons régulièrement parler de leur cas. Nous publions régulièrement leurs photos et nous demandons à nos amis, à nos frères et sœurs, à nos sympathisants, aux sympathisants du Moltra, de pouvoir continuer à relayer ces publications, à partager ces publications, de sorte que ces révolutionnaires, soi-disant Taïga, ne tombent pas dans l'oubli. Parce que ce qui peut arriver de pire à des compatriotes emprisonnés, c'est que du dehors, nous les oublions. Voilà, c'est que nos compatriotes emprisonnés injustement soient oubliés. Et il n'y a rien de pire pour des prisonniers politiques que d'être oubliés de leurs compatriotes. Donc, nous ne devons pas les oublier. Chaque jour, nous devons parler de leur cas. Nous devons, dans la mesure du possible, participer à des cagnottes qui sont lancées sur la question des prisonniers politiques pour que nous puissions, ensemble, dans un élan collectif, participer à l'effort de guerre pour pouvoir venir en aide à nos compatriotes qui sont ainsi emprisonnés injustement depuis des années et des années, sans jugement. Et puis, il y a le cas emblématique de Kpacha Gnassingbé, qui est un otage de son frère, Faure Gnassingbé, qui avait décidé de l'arrêter avec plein d'autres officiers supérieurs de l'armée togolaise que Faure Gnassingbé avait coffré. Et cela fait 16 ans que Kpacha Gnassingbé est en prison. Donc, Kpacha Gnassingbé est en prison. Il y a eu des photos qui ont circulé. Et Kpacha Gnassingbé a été arrêté depuis 2009, où il a été victime de plusieurs maltraitances. Les officiers supérieurs qui ont été arrêtés avec lui ont subi beaucoup de tortures. Des gens ont été attachés au poteau, parfois électrocutés, parfois battus. Il y avait une poutre à laquelle la plupart de ces détenus avaient été attachés et on les tabassait régulièrement. Olivier Ama, qui faisait partie du lot, il y avait d'autres officiers, dont Théma, par exemple, a fait partie de ces officiers-là. Et finalement, la plupart de ces officiers supérieurs, quand ils avaient été libérés, eh bien, certains ont perdu la vue, certains sont extrêmement malades, ils n'ont plus jamais retrouvé leur état physique normal. Et donc, la plupart de ces officiers-là sont devenus des maladifs et sont en train de se faire soigner comme ils peuvent actuellement sans moyens,
pendant que le peuple togolais, d'une manière générale, les a oubliés. Et Pacha, qui est vu comme soi-disant le cerveau du complot, eh bien lui, il est toujours maintenu en détention avec son état de santé qui s'est extrêmement dégradé. Vous avez vu il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans maintenant, que exceptionnellement, son frère Faure Gnassingbé l'avait autorisé à aller se faire soigner au Maroc pour un moment et il est revenu et aujourd'hui il est retourné dans sa cellule d'emprisonnement où il est toujours. Donc là également, nous devons dénoncer la situation qui est faite à Kpacha Gnassingbé, pas parce que Kpacha Gnassingbé est un combattant de la liberté, pas parce que Kpacha Gnassingbé n'était pas un criminel, pas parce que Kpacha Gnassingbé n'avait pas participé à l'installation de son frère au pouvoir, pas parce que Kpacha Gnassingbé est un gentil homme et quelqu'un qui a contribué à l'avènement d'un Togo libéré. Non, pas du tout. Nous devons dénoncer l'incarcération de Kpacha Gnassingbé tout simplement parce que Kpacha Gnassingbé en réalité est le premier prisonnier politique au Togo. Et comme c'est son frère qui l'a incarcéré, nous devons dénoncer ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois que Faure Gnassingbé attrape un Togolais, qu'il soit son frère, qu'il ait participé ou pas au régime, eh bien pour nous, c'est quelque chose que nous devons dénoncer par principe. Parce que tous les crimes que commet ce régime, par principe, nous devons les dénoncer. Ensuite, humainement, nous ne pouvons pas accepter que Kpacha Gnassingbé soit traité de cette façon-là. Et puis, étant donné que Kpacha Gnassingbé a participé aux crimes au Togo, ayant participé à des assassinats au Togo en 2005, Kpacha Gnassingbé s'était mobilisé aux côtés de son frère pour imposer la succession dynastique au pouvoir au Togo, donc en donnant le pouvoir à son frère. Par la suite, il était nommé ministre de la Défense, c'est le tout puissant ministre de la Défense. Eh bien, Kpacha Gnassingbé a participé à beaucoup de crimes au Togo. Pour autant, son incarcération dans les conditions que nous connaissons ne doit pas être acceptée par les Togolais. Et donc, nous devons continuer à dénoncer son incarcération. Et puis, une fois que Kpacha Gnassingbé est libéré et qu'un Togo nouveau va advenir, eh bien, nous allons demander des comptes à Kpacha Gnassingbé. Mais en attendant, politiquement, nous devons traiter Kpacha Gnassingbé comme un cadeau qui est offert par son frère au camp des combattants togolais. Donc, chaque fois que Faure Gnassingbé nous offre quelque chose de cette nature-là, eh bien, nous ne devons pas le rejeter, nous devons saisir cela et continuer à le dénoncer et à utiliser ces armes-là contre Faure Gnassingbé et son régime. Donc, Faure Gnassingbé nous a fourni une arme qui est Kpacha Gnassingbé. Nous devons saisir cette situation, l'utiliser politiquement pour dénoncer ce que c'est que le régime de Faure Gnassingbé. Je dis ceci parce que beaucoup de Togolais nous reprochent souvent de parler de Kpacha Gnassingbé comme si Kpacha Gnassingbé était un honnête homme, était un saint homme qui aurait participé à la libération du Togo. Pas du tout, nous ne défendons pas Kpacha Gnassingbé parce que Kpacha Gnassingbé fait partie de notre camp. Non, ce n'est pas ça. C'est parce que tout acte criminel venant du régime, qu'il soit commis envers un Togolais de notre camp ou pas, nous devons le dénoncer. Parce que ça, politiquement, c'est une arme que le régime nous donne. Donc, nous ne devons pas rejeter Kpacha Gnassingbé. Nous devons utiliser son cas pour pouvoir mettre en difficulté son frère qui l'a ainsi emprisonné. Quitte à ce que, lorsque Kpacha Gnassingbé sera libéré, eh bien, que le peuple togolais puisse lui demander des comptes, ce qui est tout à fait normal et ça va être le cas. Mais en attendant, nous devons dénoncer son incarcération arbitraire. Et puis, récemment sont venus d'autres détenus que sont les Armand Agblésé, Oseyi Agbagno, Chimène Apevon, Abel Atiso, Abdul Zoukeneni Lamboni, Honoré Amati, Eloge Mpati, Edem, Kositenge, qui est aussi emprisonné, notre sœur Grace Koumoyi, qui est aussi emprisonnée. Il y a la dame qui a des problèmes de vue actuellement, qui est aussi incarcérée, avec son bébé de 4 mois, qui est aussi incarcéré. Donc, il y a beaucoup de nos compatriotes qui sont incarcérés actuellement, pour rien du tout. Eh bien, il y a beaucoup
de nos jeunes qui sont kidnappés, incarcérés. Donc, Armand Agblezé, Osei Agbagno, Chimène Apevron, Abel Atisso, Abdoul Zoukeneni Lamboni, Julien Kataka, leur seul tort, c'est d'avoir soi-disant appartenu à un groupe WhatsApp sur lequel il ne se passait rien. C'est-à-dire que ces jeunes-là ont été kidnappés tout simplement dans une logique de terreur politique, puisque le régime togolais a décidé d'instaurer le kidnapping comme une méthode de gouvernement dans le souci de faire peur aux Togolais, de rendre les Togolais apeurés, de sorte à obliger les Togolais à lui céder le passage. Parce que pour Faure Gnassingbé, il est essentiel que, dans une logique de terreur, le peuple puisse lui concéder sa 5e République, ce qui ferait de lui, de facto, le roi du Togo, qu'il va présider ad vitam aeternam. C'est ça le plan de Faure Gnassingbé. Donc, en allant capturer des jeunes qui sont coupables de rien, qui n'ont commis aucune faute, qui n'ont commis aucun fait, en tant que tel, à part appartenir à un groupe WhatsApp, eh bien, Faure Gnassingbé a voulu ainsi forcer la main au peuple togolais, créer de la psychose, de la panique, de la peur paralysante pour que les Togolais puissent se recroqueviller et lui laisser le passage pour que sa soi-disant 5e République puisse être instaurée. Et puis, il y a beaucoup d'autres personnes, beaucoup de jeunes dans ce sillage qui sont aujourd'hui en fuite parce que Faure Gnassingbé les a pourchassés et veut les arrêter et les jeter en prison. Donc, il y a des dizaines de jeunes Togolais qui ont fui aujourd'hui, qui sont en train de fuir la répression de Faure Gnassingbé, et ces jeunes-là sont aussi dans un besoin énorme. Donc, les jeunes qui ont été arrêtés dans la foulée du 6 juin jusqu'à présent sont des centaines. Et puis, il y a le jeune Togolais, Azi, qui a été enlevé au Mali, et enfermé à la prison civile de Lomé actuellement, où il croupit, tout simplement parce que ce jeune avait soi-disant aussi participé à un groupe WhatsApp dans lequel il discutait avec d'autres Togolais. Et donc ce jeune a été kidnappé au Mali, à Bamako, et ramené à Lomé avec la complicité des autorités maliennes, ce qui fait que ce jeune aujourd'hui est accusé aussi d'avoir appelé à la rébellion contre soi-disant l'autorité et avoir menacé soi-disant l'État togolais. Et donc ce jeune aussi, Azi, est aujourd'hui coffré et emprisonné, où il souffre énormément. C'est quelqu'un qui vient d'une famille extrêmement pauvre. C'est lui qui est, disons, l'œil, comme on le dit dans le langage togolais, c'est l'œil de la famille. Ça veut dire que c'est sur lui que reposaient sa maman, ses frères et sœurs. Et aujourd'hui, Faure Gnassingbé, en allant capturer ce jeune homme au Mali, a cassé l'œil de la famille. Donc la famille souffre énormément. Ils n'ont même pas les moyens de venir le voir à la prison civile de Lomé. Donc ce compatriote Azi, il souffre beaucoup et il n'a personne pour pouvoir lui venir en aide. Pour manger, c'est des problèmes. Pour se soigner, c'est des problèmes. Et comme la prison civile de Lomé est pleine, très pleine, est pleine à craquer, eh bien, il y a beaucoup de cas de maladies là-bas. Donc des cas de varicelle, de variole, de gale, de tous les problèmes de peau, les questions d'insomnie, les gens ne peuvent pas dormir, ils mangent très mal. Si vous voyez l'état des repas qui leur sont servis en prison, ça c'est immangeable, on peut pas manger ça. Même le plus grand criminel on peut pas servir un repas comme ça, même aux chiens. Ce n'est même pas une question de chien, c'est-à-dire que c'est tout simplement quelque chose d'inimaginable. Donc la prison civile de Lomé, en gros le système carcéral togolais, est un système de destruction massive. C'est un système de destruction massive. Donc les Togolais ne peuvent pas laisser nos compatriotes dans cette situation. Ce n'est pas possible comme ça. Notre pays souffre énormément. Regardez l'état du pays. Et si vous regardez l'état du pays à l'extérieur des prisons, regardez déjà comment le pays est à l'air libre. Raison de plus que la situation soit extrêmement compliquée en prison. Donc la prison
qui échappe totalement au regard profane du Togolais, est un mouroir. C'est un lieu d'assassinat. C'est un lieu de fracassement, de destruction totale, où les gens ne peuvent pas dormir, des gens sont debout 24 heures sur 24, parce qu'il n'y a plus de place. Une prison qui est construite pour 600 personnes, au temps colonial, est remplie aujourd'hui d'environ 3000 personnes. Plus de 3000, même actuellement, j'imagine même que les chiffres ont dépassé 3000 personnes. Donc, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Et les compatriotes sont en train de souffrir dans ces conditions de promiscuité, de délabrement total, de manque cruel d'infrastructures, de soins. Le repas est catastrophique. Toutes les conditions sont terribles à la prison civile de Lomé. Et dans les prisons à l'intérieur du pays, c'est pire. C'est pire. Et donc, dans ces conditions, notre organisation, le MOLTRA, nous avons saisi à plusieurs reprises la Commission nationale des droits de l'homme, donc la CNDH, parce que la CNDH, c'est le mécanisme national de prévention de la torture. C'est-à-dire que dans les textes des Nations Unies, les pays sont obligés de désigner une organisation qui doit veiller à ce que la torture ne puisse pas exister dans les pays. Donc au Togo, c'est la CNDH qui a ce rôle. Et la CNDH, nous l'avons saisi en tant que mécanisme national de la prévention de la torture, donc MNP. Lorsque Jean-Paul avait été arrêté, en ce moment-là, le président de la CNDH, c'était Sonvi, le juge Sonvi, qui plus ou moins répondait, qui essayait de nous rassurer, qui allait visiter Jean-Paul Oumoulou et qui de temps en temps faisait des interpellations au gouvernement pour que Jean-Paul Oumoulou soit envoyé en prison, soit libéré. Mais il se fait que Sonvi est parti et actuellement la CNDH est présidée par l'avocat Sonvi. Ce qui est terrible, c'est que Sonvi, c'est extraordinaire. Sonvi qui est un avocat qui par essence devrait militer pour les droits de l'homme. Et quand nous faisions des activités dans les années 2000 au Togo, eh bien, l'avocat Sonvi était avec nous. Il militait avec nous. Mais aujourd'hui, Sonvi est devenu président de la CNDH et il cautionne toutes les tortures que pratique le régime togolais. Donc, nous avons écrit à Sonvi. Sonvi nous a répondu laconiquement en disant « Oui, j'ai reçu votre courrier. Bon, je vais regarder. » Et Sonvi n'a rien fait jusqu'à présent. Quand les familles à qui nous avons demandé d'aller voir la CNDH et de déposer des plaintes parce que on a arrêté leurs enfants, les familles se sont rendues à la CNDH. Bien sûr que la CNDH les écoute. Donc, ils ont enregistré les plaintes. Sauf que, quelques semaines plus tard, Sonvi envoie des lettres aux familles en disant bon, la CNDH ne peut rien faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est d'espérer que les détenus bénéficient d'un jugement équitable. C'est la formule que Sonvi utilise. Et on retrouve Sonvi régulièrement aux côtés des gens du RPT dans les célébrations officielles. Sonvi est toujours assis avec les autorités tortionnaires du Togo, partout. Il les embrasse sur la bouche, il copine avec eux. Donc la CNDH aujourd'hui sous Sonvi, c'est quelque chose qui est terrible. La CNDH déjà, dans le temps, n'était pas un fou de guerre, c'était pas une machine de guerre. Mais maintenant sous Sonvi, la CNDH a été totalement détruite, liquéfiée, et la CNDH protège plutôt les tortionnaires au Togo. La CNDH devait visiter les prisons, visiter l'ensemble des lieux de détention, les commissariats, le SCRIC, et faire des recommandations aux autorités pour que les gens soient libérés. Nous avons demandé à Sonvi de faire son travail. Sonvi ne fait pas son travail. Au contraire, il envoie des lettres aux familles des détenus, aux jeunes Togolais qui sont détenus depuis juin 2025, que bon, la CNDH espère simplement que ces jeunes-là vont bénéficier d'un jugement équitable, d'un procès équitable. Non mais, on est où là? Donc oui, nous allons porter à la connaissance des Nations Unies le dysfonctionnement, le caractère corrompu de la CNDH, aujourd'hui sous Sonvi. Nous allons porter ces informations à la connaissance de l'ONU en disant que voilà, le mécanisme national
des Nations Unies au Togo, qui est la CNDH, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas et que nous demandons aux Nations Unies de pouvoir interpeller les autorités de fait du Togo sur le rôle que joue aujourd'hui la CNDH en tant que mécanisme national de prévention dans un pays où les gens sont kidnappés, des jeunes sont arrêtés, des gens sont emprisonnés, des gens croupissent en prison sans procès depuis des années. Et ça, nous allons le faire très bientôt. Et nous allons demander que la CNDH soit disqualifiée, que la CNDH ne soit plus l'organe national luttant contre la torture au Togo. Parce que la CNDH, sous Sanvi, est devenue quelque chose d'encore plus terrible, cautionnant les tortures. Parce que déjà, sous Sanvi, c'était compliqué, mais Sanvi, bon, il répondait. Il nous répondait, il nous donnait des garanties, même si on savait que c'était compliqué. Mais au moins, bon, le juge Sanvi ne prenait pas des positions que Sanvi est en train de prendre aujourd'hui. Donc, Sanvi est totalement corrompu. Ça se voit. Parce que Sanvi est toujours assis aux côtés des autorités togolaises, dans les fêtes, dans les choses, où, voilà, il copule avec le RPT. Je pense même qu'il a envie de devenir ministre. Donc, Sanvi ne joue aucun rôle. Sanvi a sorti la CNDH de son rôle de mécanisme national de prévention, ce qui fait que la CNDH aujourd'hui est totalement disqualifiée. Parce que quand on a arrêté tous ces jeunes depuis le mois de juin 2025, nous avons demandé à la CNDH d'aller visiter les prisons et les lieux de détention et de recommander la libération de ces jeunes, surtout ceux qui sont incarcérés à la prison civile de Lomé, parce que selon les critères des Nations Unies, depuis 2019, la prison civile de Lomé devrait être fermée. Les Nations Unies ont demandé au régime togolais de fermer la prison civile de Lomé parce que ne correspondant à aucune des normes internationales. Donc, on ne devait pas incarcérer les gens à la prison civile de Lomé. Et nous avons demandé que la CNDH, en tant que mécanisme national de prévention, puisse faire appliquer les recommandations faites par les Nations Unies. Au lieu de ça, Sanvi est en train d'écrire aux familles, disant « Ah, bon, nous, on ne peut rien faire. Nous ne pouvons espérer que les tribunaux togolais puissent offrir des procès équitables à vos jeunes qui sont détenus à la prison civile de Lomé et ailleurs. C'est tout. Point final. Sans plus. » Donc ça, c'est inacceptable. Et nous devons dénoncer Sanvi. Nous devons dénoncer Sanvi parce que Sanvi est un corrompu et qui a aujourd'hui sorti la CNDH de son rôle. Et la CNDH, comme je le disais déjà avant, n'était pas en train de jouer son rôle en tant que tel. Mais Sanvi est venu aggraver le cas. Sanvi est venu aggraver le cas. Donc, il est délégitimé. Et donc, nous devons porter ces informations à la connaissance du public que Sanvi, au lieu de jouer son rôle, eh bien, est en train plutôt de bénir les crimes que ce régime est en train de commettre au Togo, est en train de perpétrer dans notre pays, en kidnappant les jeunes. Voilà la situation de nos compatriotes aujourd'hui en prison. Et là-dessus, je dois rappeler que nous avons toujours notre cagnotte. Bon, maintenant, puisqu'il y a l'affaire des cagnottes est devenue une affaire assez compliquée, mais la cagnotte que nous avons créée, intitulée Aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo, sur GoFundMe, est toujours là. Et cette cagnotte, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus un seul franc qui est venu là-dessus. Donc, nous voulons appeler les uns les autres à ne pas oublier cette cagnotte-là, intitulée Aide et assistance aux prisonniers politiques au Togo. S'il vous plaît, allez sur GoFundMe, trouvez cette cagnotte. Ceux qui ont la possibilité d'aller sur Google, vous pouvez aller sur Google pour trouver la cagnotte Aide et assistance aux prisonniers politiques, copiez le lien et venez l'afficher ici dans les commentaires. Et puis, partagez le lien un peu partout, tout en sachant que cette cagnotte, elle est exclusivement dédiée aux prisonniers. Ce n'est pas la grande lutte. Donc, nous, ce que nous voulons faire, c'est de pouvoir nous occuper de la situation des prisonniers politiques qui sont aujourd'hui dans le besoin. Donc, si vous pouvez nous aider, et puis nous allons aussi porter la question des prisonniers politiques auprès de la grande cagnotte qui existe, qui malheureusement
n'a pas recueilli les 1 million qui sont attendus normalement. À peine cette cagnotte a recueilli 9% du montant qui est attendu. Donc là aussi, ça interpelle notre conscience. Ça veut dire que la question qui se pose, c'est que est-ce que le Togolais veut vraiment la liberté? Parce que vous ne pouvez pas vouloir la liberté et ne pas payer le prix de cette liberté. Et à chaque fois qu'on sollicite le Togolais pour qu'il fasse un geste, eh bien le Togolais recule. Ce qui est un indicateur clair que le peuple togolais veut quelque chose, mais ne veut pas mettre le prix. Et ça, c'est terrible. Voilà. Nous savons tous que le combat que nous sommes en train de mener a besoin de financement. Si des mouvements comme les nôtres se trouvent dans une situation difficile aujourd'hui, c'est parce que, entre autres, nous manquons de financement, nous manquons d'argent pour pouvoir faire des activités. Et il y a plusieurs autres mouvements comme ça qui existent dans le pays, avec qui nous pouvons travailler, avec qui nous pouvons faire des choses, mais il n'y a pas d'argent. Et quand on demande aux Togolais de participer à l'effort de guerre, les Togolais ne le font pas. Nous sommes des milliers, 1 million de personnes dans la diaspora. Nous ne sommes pas capables de mobiliser 1 million d'euros. Et nous voulons confronter un régime qui dispose des caisses de l'État depuis 63 ans, qui dispose du pays depuis 63 ans, qui dispose de l'argent à profusion depuis 63 ans. Par quelle alchimie, par quel mécanisme nous allons combattre ce régime? S'il n'y a pas de financement, si nous n'arrivons pas à financer la lutte, si nous n'arrivons pas à financer les activités de nos mouvements, si nous n'arrivons pas à nous occuper des prisonniers politiques correctement, qui demain va aller encore dans la rue? Sachant que nous n'arrivons pas à soigner, à traiter les prisonniers. Sachant que nous n'arrivons pas à soigner les blessés. Nous n'arrivons pas à venir en aide aux familles victimes, aux familles qui ont perdu leurs enfants dans ce combat que nous sommes en train de mener. Donc, tout ça a besoin d'argent. Nous avons besoin de financement. Donc, aujourd'hui, nous nous demandons si les Togolais veulent vraiment la liberté. Parce que vous ne pouvez pas vouloir la liberté et ne pas financer tout ce qu'il faut pour y arriver. Vous ne vous donnez pas les moyens de cette liberté, eh bien, vous ne pouvez pas l'avoir. Voyez? Donc, là aussi, il y a quelque chose à faire. Et il faut que les Togolais comprennent que le RPT dispose des milliers de milliards et dispose de tout un pays depuis 63 ans. Ce qui lui a permis d'avoir des moyens de guerre, des moyens de la guerre qu'il est en train de nous mener. Le RPT a les moyens de ses ambitions. Et comme le RPT est dans une logique d'assèchement des finances à tout mouvement révolutionnaire contre lui, eh bien, regardez la difficulté ou bien les difficultés dans lesquelles se trouve le mouvement de libération au Togo. Déjà, il n'y a pas un mouvement en tant que tel, mais toutes les structures qui essayent de porter ce message révolutionnaire de libération se trouvent en difficulté. Nous n'avons pas les moyens du message que nous portons, des idées que nous portons. Donc, il va falloir que les Togolais comprennent ça et participent aux différents cagnottes qui sont lancés ici ou là. Et ce serait bien, effectivement, que on puisse rassembler ces moyens quelque part. C'est pour ça que nous avons participé à la cagnotte appelée Téléthon pour le Togo. Et puis, essayer de faire en sorte que ces moyens-là, rassemblés en un seul endroit, puissent être utilisés pour alimenter le combat un peu partout. Donc,